Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Aucune fraude, aucun scandale. Le ministère de la fonction publique est formel. Il n'y a pas eu de fraude autour des résultats des concours administratifs de 2019. Le ministère dénonce des manœuvres visant à salir le ministre Issa Coulibaly. La Côte d'Ivoire ouvrira très prochainement son premier musée contemporain et c'est la commune d'Abobo qui a été choisie pour valoriser la culture nationale. Il portera le nom de l'homme politique Amadou Tounkara. Et puis, après l'Égypte et l'Algérie, un patient atteint du Covid-19 a été identifié à Lagos, au Nigeria. C'est le premier cas officiel en Afrique subsaharienne. L'OMS annonce ce vendredi avoir porté à très élevé le niveau de la menace. Fraude pour les résultats des concours administratifs de 2019. Le ministère de la fonction publique n'a pas tardé à réagir en conférence de presse. Ce vendredi, le ministère dément les accusations de fraude qui pullulent les réseaux sociaux. Il dénonce des manœuvres visant à salir le ministre Issa Coulibaly. Les précisions de Thiem Danger et Harouna Zeba. Quelques heures après des publications via les réseaux sociaux et des journaux de la place, faisant état de vastes fraudes au concours administratif 2019, le ministère de la fonction publique monte au créneau. En conférence de presse ce vendredi, le visage grave, la colère dans la voix, le directeur de cabinet s'est insurgé contre une campagne de diabolisation savamment orchestrée par un réseau d'anarcheurs, avec pour objectif de décrédibiliser les résultats des concours administratifs 2019 et obtenir le départ du ministre Issa Coulibaly. Chaque fois qu'il y a un spectre de remaniement, c'est comme ça. Il s'agit pour que les ministres qui veulent voir clair à la fonction publique s'en aillent. On vous a vu. Il aura du nettoyage. Tout le temps, vous interpellez le ministre pour la transparence. Il pose des actes subtils de transparence. Vous dites que c'est un scandale. Ce n'est pas un scandale, c'est parce qu'on les a mis en déroute. Ils ont produit un faux document pour salir monsieur le ministre. Et je dénonce publiquement cette pratique. Le directeur de cabinet est formel. Il n'y a aucun scandale, mais plutôt de l'intoxication. Il en a pour preuve les faux documents produits pour semer la confusion dans l'opinion. Un vaste réseau piloté par certaines personnes tapis à la direction des concours. Ils ont pris l'argent des gens, on les a mis en déroute. C'est eux qui trémoussent, c'est eux qui s'agitent, c'est eux qui ont produit cette note. Le collaborateur du général Issa Coulibaly a par ailleurs fait la lumière sur le départ de M. Soro Yina Gofol de la direction des concours du ministère. Le concerné a été promu directeur général de la fonction publique depuis le 27 décembre 2019 et non débarqué comme annoncé. Le 27 décembre, M. Soro Yina Gofol a été nommé directeur général du ministère de la fonction publique. À la même date, M. Yeo Kolo est nommé en qualité de directeur des concours en remplacement de Kwasi Brice, appelé au gouvernement. Du coup, l'intérim qu'il a su, c'est fini, on ne l'a pas débarqué. Les résultats des 406 concours administratifs ouverts pour la session 2019 ont été proclamés le 14 février 2020. Sur près de 100 000 candidats en lice, 14 939 ont été déclarés admis. Bonne nouvelle, le 11 mars prochain se fera l'ouverture d'un musée des cultures contemporaines à Bobo. Ce sera le plus grand et l'unique de toute la Côte d'Ivoire. Il portera le nom de l'homme politique Amadou Tounkara, grand amateur d'art et sera un tremplin pour tous les artistes qui viennent de ce quartier très populaire de la capitale ivoirienne. Salif Yaleko et Mathurin Ballet. Un musée contemporain, le premier de la Côte d'Ivoire. Situation géographique, la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Un espace culturel dont l'ouverture est prévue le 11 mars prochain en marge du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le donateur n'est autre que l'ancien magistrat de la commune Adama Tounkara à travers la fondation éponyme.
L'un des plus grands collectionneurs du pays, à en croire Yacouba Konaté, le directeur artistique qui vante l'intérêt d'un tel chef-d'œuvre dans une commune stigmatisée par de nombreux préjugés. Nous vivons dans un monde où les préjugés sont la vie dure et je pense que l'une des fonctions de ce musée, c'est vraiment d'apprendre à lutter contre ce type de préjugés. Mais le fait de prendre le parti de venir à Abobo, d'installer à Abobo le plus beau musée d'art contemporain de toute la Côte d'Ivoire et le premier musée d'art contemporain de toute l'histoire de notre pays, pour moi, je dis chapeau. Abobo avait su donner à la Côte d'Ivoire des artistes de très grande qualité au plan de la musique. Abobo a donné aussi de grands chorégraphes. Abobo a donné, comme vous le savez aussi, de fabuleux footballeurs à la Côte d'Ivoire. C'est pas possible qu'une cité qui s'est illustrée à ces différents chapitres ne puisse pas en même temps compter pour ce qu'on appelle les arts visuels, les arts plastiques. C'est un peu le sens de la création de cet musée via la fondation qu'il a créée. Un espace qui sera un cadre pour l'épanouissement de la jeunesse de cette commune, selon son administratrice. Abobo, c'était vraiment de construire ce musée dans ce milieu complètement urbain, mais c'était surtout pour créer une interface pour tous ces jeunes, tous ces artistes et tous ces espoirs qui vivent dans cette commune. Alors, nous avons déjà commencé par ce musée-là et espérons avoir d'autres projets intéressants pour pouvoir permettre à la jeunesse d'avoir un contact avec le monde extérieur et pourquoi pas leur donner leur chance de leur vie. Outre la salle d'exposition, l'espace va abriter également une bibliothèque et une médiathèque pour le plus grand plaisir des habitants d'Abobo et les amateurs d'art de passage dans la commune. L'exposition itinérante panafricaine « Prête-moi ton rêve » s'installera aussi à Abidjan pour la séance inaugurale du Musée des cultures contemporaines Adama Tunkara d'Abobo. L'exposition, qui veut rapprocher les artistes mal connus du public, est à retrouver à partir du 12 mars jusqu'au 19 avril. En prélude du sommet Afrique-France sur les villes durables en juin prochain à Bordeaux en France, un pré-sommet dénommé Les Rencontres d'Abidjan a réuni plus de 20 pays africains hier au Sofitel, au Télivoire. Objectif, identifier les défis mais aussi les solutions des villes africaines et parler d'une même voix lors de ce sommet Afrique-France sur les villes durables. Pierre Dipomela. Nous, acteurs de la ville durable africaine de plus de 30 pays... La déclaration d'Abidjan. C'est le concentré de tous les défis, mais aussi des réponses des Africains au désordre urbain. C'est aussi la contribution de l'Afrique au prochain sommet Afrique-France sur les villes durables en juin prochain à Bordeaux. Les gouvernements centraux et locaux africains, avec une croissance urbaine 2 fois plus rapide que celle connue dans l'histoire de l'Europe, doivent répondre à des besoins croissants de fourniture de services de base, d'infrastructures et d'aménagement urbain. Face aux défis communs aux villes africaines, les leaders du continent veulent parler d'une seule voix à ce sommet. Réunis à Abidjan pendant 2 jours, 20 ministres ou représentants du ministre ainsi que des experts venus de toutes les contrées d'Afrique ont mené la réflexion à travers des ateliers. Pour le ministre ivoirien de la ville, l'Afrique n'ira pas en villégiature à ce rendez-vous. Nous n'allons pas à Bordeaux pour voir ce qui a été fait ailleurs. Nous allons à Bordeaux pour apporter ce que nous savons faire. Le patronat ivoirien, la Chambre d'industrie de Côte d'Ivoire viendront également avec des propositions de solutions. Pendant ces 20 dernières années, la population africaine a doublé et pourrait tripler d'ici 2050. Pour penser la ville du futur répondant aux exigences d'une telle poussée démographique, il faut aller au-delà des déclarations d'intention. Cette force du sommet, ce sera d'être un sommet du concret, d'être un sommet des projets, d'être un sommet non pas de la déclaration, mais un sommet de l'action, qui noue des partenariats très forts entre les collectivités locales, mais des partenariats aussi entre les entreprises. Au cours de la clôture de ce pré-sommet dénommé les Rencontres d'Abidjan sur les villes durables, un acte de siège à Abidjan du Bureau du Fonds mondial du développement des villes a été signé par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et le ministère de la Ville.
En Côte d'Ivoire, un homme se bat pour défendre son métier autrefois florissant. Séraphin Kwasi Kwadjo répare des montres dans les rues d'Abidjan depuis 50 ans. Il se définit comme étant le dernier horloger public de la capitale ivoirienne. Malheureusement, sa profession est menacée de disparition, faute de relève et de l'essor des nouvelles technologies. Le récit de Salif Yalekwe. L'horlogerie, ce métier qui courait les rues, est en voie de disparition en Côte d'Ivoire. Séraphin Kwadjo, âgé de 68 ans, est l'un des rares horlogers professionnels publics que l'on rencontre à Abidjan. C'est dans la commune de Trècheville que ce septuagénaire, issu de la première promotion de l'école d'horlogerie suisse d'Abidjan, créée en 1968, est basé. Il est bien inquiet, aucune relève. Les jeunes de maintenant ne s'intéressent pas trop à ça, parce qu'ils ont besoin de l'argent rapide. Ça, c'est une perte de temps pour eux. Quand tu les appelles, ils viennent s'asseoir, ils trouvent que c'est trop lent, il faut se concentrer. C'est-à-dire, c'est pas pour eux. Et ce qui fait que, à la longue, peut-être que ça va disparaître. Ce métier, Séraphin Kwadjo l'exerce toujours, avec passion, mais la rareté des clients rend aujourd'hui ce métier peu rentable. Il n'y a pas l'argent. Les clients viennent un peu à compte-gouttes. Ils ne viennent pas beaucoup. La journée, si j'ai trop eu de clients, c'est 3, 4. Les jeunes, quant à eux, justifient le déclin de ce métier par l'apparition des nouvelles technologies, notamment le téléphone. Je pense qu'avec la technologie et l'avancée des choses, les gens se disent quand la montre se gâte, jette. Mais ça au rebut, si on peut dire comme ça, mais ça au rebut, ils disent qu'ils préfèrent s'acheter une nouvelle montre que de venir réparer celle qui est gâtée. Donc c'est ce qui entraîne la disparition de ce métier, si je peux m'exprimer ainsi. D'autres ne sont pas rassurés par l'environnement de travail. Du premier regard, ils qualifient les horlogers de la rue d'amateurs. J'ai pas vraiment confiance. Voilà, j'ai pas confiance. Je me dis, bon, c'est juste des bricoleurs comme ça, quoi. Donc, c'est juste quand il y a juste des petits soucis, soit peut-être des piles. Généralement, c'est quand il y a des soucis des piles que je vais vers eux. Autrefois florissant, le métier d'horloger public est menacé de disparition. Une disparition inacceptable et impensable pour celui qui se déclare dernier horloger public. Il attend toujours de voir une relève assurée et rassurante, sans quoi il refuse de partir en retraite. Ce nouveau cas de coronavirus au Nigeria, l'information a été donnée hier soir par le ministère fédéral de la Santé. Ce patient, un ressortissant italien travaillant au Nigeria, était revenu dans le pays après avoir quitté Milan. C'est désormais le 3e pays africain touché par l'épidémie après l'Égypte et l'Algérie. Les autorités assurent mettre tout en place pour limiter les risques de propagation. Yeli Traoré. Le ministère fédéral de la Santé du Nigeria a confirmé un cas de Covid-19 dans l'État de Lagos. Ce cas, qui a été confirmé hier, est le premier à être recensé au Nigeria depuis le début de l'épidémie. Le ministère précise qu'il s'agit d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique, depuis la ville italienne de Milan le 25 février. Ce patient est stable. Toutes les interventions sanitaires nécessaires sont actuellement en train d'être administrées. Et nous pouvons dire que nous sommes prêts et nous espérons simplement que nous pourrons très rapidement mettre tout cela derrière nous. Le gouverneur de l'État de Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d'habitants, demande aux habitants de ne pas paniquer. En dépit de ce premier cas confirmé de contamination au coronavirus en Afrique subsaharienne. C'est parce que nous ne voulons pas non plus que les gens paniquent. C'est pourquoi nous donnons toutes les informations telles que nous les avons. Je n'ai pas attendu ce matin pour que nous diffusions ces informations dans l'heure qui a suivi la confirmation que le patient est positif. Les autorités nigérianes ont mis en place des centres de quarantaine à Lagos et Abuja, tandis que 3 laboratoires du pays ont la capacité de diagnostiquer le virus. À ce jour, le nouveau coronavirus a contaminé 83 670 personnes
et fait près de 3000 morts dans le monde. Umaro Sissoko Embalo, l'un des candidats à la présidentielle en Guinée-Bissau, s'est fait investir président ce jeudi, une prestation de serment dans un hôtel alors que les résultats du scrutin sont toujours contestés par son rival Domingos Simões Pereira. Ce dernier a par ailleurs saisi la Cour suprême. Les explications de Yeli Traoré. Umaro Sissoko Embalo, l'un des candidats à la présidentielle en Guinée-Bissau, s'est fait investir président ce jeudi. Une prestation de serment dans un hôtel, alors que les résultats du scrutin sont toujours contestés par son rival Domingos Simões Pereira. Ce dernier, chef du parti historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, a saisi la Cour suprême du pays, qui ne s'est pas encore prononcée. Je jure par mon honneur que je respecterai la Constitution et les lois, l'indépendance et l'unité nationale. Je dédierai mon intelligence et mon énergie au service du peuple de la Guinée-Bissau. Je respecterai avec fidélité tous mes devoirs de haute fonction, je le jure. Déjà lundi, le chef du parti historique PAIGC, Domingos Simões Pereira, estimait qu'il ne reconnaissait pas son adversaire comme président élu. Il attend le verdict de la Cour suprême sur le recours qu'il a déposé. Il n'y a pas de président de la République élu. On est dans le procès électoral. Je viens de dire, et je vais vous répéter, la seule instance qui peut déclarer le procès clos, c'est la Cour suprême de justice. Pour rappel, Umaro Sissoko Embalo, ex-premier ministre et candidat de l'opposition, a été donné vainqueur par la Commission nationale électorale avec 53,55% des voix, contre 46,45% des voix pour Domingos Simões Pereira, président du PAIGC, le parti qui domine la politique de cette ancienne colonie portugaise depuis son indépendance en 1974. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.